et tous. Je vous remercie d'assister aujourd'hui à cette conférence de presse traditionnelle à l'occasion de la parution de notre rapport public annuel 2025 qui est consacré aux politiques publiques en faveur des jeunes. Je rappelle que ce rapport est sous embargo jusqu'à 19 h, heure à laquelle je l'aurai remis au président de la République, comme c'est là aussi la tradition. Je suis ravi de pouvoir vous accueillir en grand chambre, comme le veut la coutume, pour vous présenter ce qui reste la figure de proue des publications de la Cour des comptes. Je suis accompagné de notre rapporteur général Yves Roland, à mes côtés, dont le rôle fut évidemment essentiel avec ses équipes dans la préparation de ce rapport, et je les remercie chaleureusement, ainsi que les deux rapporteurs généraux du rapport, Frédéric Adviel et Nicolas Renaud, qui sont, je crois, dans la salle, et sont présents aussi à mes côtés les présidents de chambre de la Cour, que je remercie, Inès Claire Mercereau, présidente de la deuxième chambre, Nasser Meda de la troisième, Christian Charpy de la 4e, Sophie Thibault et Bernard Lejeune de la 5e et la 6e. Merci aussi à Karine Camby, présidente de la première chambre, dont le siège vide ne signifie rien, si ce n'est qu'elle ne pouvait pas venir ce matin, puisque la date a dû être légèrement décalée. Je remercie par ailleurs les présidentes et présidents de chambres régionales et territoriales des comptes qui ont contribué à la rédaction de ce rapport et qui nous suivent à distance, parce que désormais le rapport public annuel n'est plus un espèce de mélange de nos meilleures feuilles ou de nos publications, puisqu'il s'inscrit dans un cadre où tous nos rapports sont publiés, mais il est thématique et il est toujours une coproduction entre la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes, et cette coopération, qui est consolidée par de très nombreux travaux communs, est un de nos axes de transformation, ce qui était, je crois, une nécessité. Je tiens à souligner particulièrement le rôle de Thierry Vuct, président de la Chambre régionale d'Île-de-France, de Valérie Renet pour l'Occitanie, de Christophe Strassel pour le Grand Est, de Florence Bonafou pour la Nouvelle-Calédonie et pour leur présidence de formation interjuridiction. J'aurai aussi un mot, naturellement, pour l'ensemble des rapporteurs du rapport public annuel. Je ne peux pas les citer tous, mais vous vous en doutez, en voyant la bête, c'est quand même un travail colossal, avec pas moins de 17 chapitres, dont 16 chapitres thématiques. Et je veux dire à l'ensemble de l'équipe ma gratitude et mes sincères remerciements, parce que c'est un travail acharné et un engagement sans faille au service de l'information du citoyen. Enfin, merci au groupe d'experts composé d'une dizaine d'universitaires et de chercheurs spécialistes de la jeunesse qui a accompagné la Cour dans la préparation de ce rapport. C'est une innovation de cette année. Nous la renouvellerons sans aucun doute. Ces 10 spécialistes, qui sont chercheurs, professeurs ou médecins, nous ont apporté des éclairages évidemment très précieux. L'apparition de notre rapport public annuel constitue un rendez-vous historique de la Cour depuis 1832, donc quelques 25 ans après sa création. C'est un exercice qui reste important pour notre institution, auquel je suis très attaché, et je sais que nos concitoyens y sont très attentifs. Le RPA, comme nous l'appelons familièrement, c'est un moment d'échange privilégié avec vous, mais aussi à travers vous avec les citoyens et les décideurs publics. Grâce à l'écho que vous lui donnez, ce rapport permet aux juridictions financières de faire connaître leur activité, mais aussi et surtout d'éclairer le citoyen. De l'éclairer sur la complexité des choix auxquels les décideurs publics sont confrontés, de l'informer des défis majeurs qui nous attendent dans un contexte, je reviendrai peut-être, préoccupant pour les finances publiques, même si, je le dis au passage, nous n'avons pas cette année le traditionnel chapitre introductif consacré aux finances publiques, puisque nous avons fait un rapport à part il y a un mois, en février. Depuis sa première parution, donc en 1832, le RPA a bien changé. Au XIXe siècle, c'était un rapport sur les comptes de l'État qui a été distribué aux chambres des représentants, puis cette publication a été transformée progressivement en assemblage de nos travaux les plus importants de l'année. Et depuis 2022, donc depuis que nous publions tout, le rapport public annuel prend la forme d'une publication thématique centrée sur une problématique unique qui est au cœur d'actualité, ou pas d'ailleurs, que nous choisissons pour son importance structurelle. Et non seulement cette thématisation confère au rapport une portée accrue, mais c'est aussi pour moi une contribution plus positive à un thème qui a été choisi collégialement. Cette évolution est inscrite depuis 2022 dans notre code, je me réjouis qu'elle soit pérennisée. Pour mémoire, le rapport public annuel de 2022 a été consacré à la réponse de l'État face à la crise sanitaire. L'édition 2023 a proposé un bilan contrasté
de 40 années de décentralisation après les lois fondatrices de 1982 et 1983, et le RPA pour 2024 a traité des politiques publiques d'adaptation au changement climatique. Voilà, pour 2025, cette édition est consacrée aux politiques publiques en faveur des jeunes. Alors pourquoi ce thème et comment les juridictions financières définissent-elles les jeunes? Il nous a semblé en fait assez évident de nous pencher cette année sur les politiques publiques en faveur des jeunes ou de la jeunesse, parce que la jeunesse, évidemment, tarte à la crème, représente les forces vives sur lesquelles repose notre avenir en tant que nation et en tant que société, parce qu'à ce titre, elle est au cœur des préoccupations des citoyens, du moins elle devrait l'être. Ce thème complète bien d'ailleurs notre travail à la demande du Premier ministre sur la situation et les perspectives du système des retraites. Pour ne rien vous cacher, nous avions hésité entre le vieillissement et la jeunesse. On avait choisi l'optimisme et la jeunesse, mais le vieillissement nous a rattrapés. C'est peut-être un truisme que de le rappeler, mais se pencher sur les politiques publiques en faveur des jeunes, c'est se pencher sur notre avenir. La France, comme les autres pays européens, entre dans un tournant en matière démographique, et l'action publique à destination de la jeunesse est tout à la fois une nécessité, une opportunité, une source d'immenses défis. Ces politiques publiques ne sont pas seulement une réponse à des besoins immédiats, elles constituent aussi un investissement stratégique pour bâtir une société qui soit plus équitable, plus résiliente, plus prospère et tout simplement plus forte. La thématique de la jeunesse, elle est très complexe, elle soulève de nombreuses interrogations, à commencer par son périmètre. Quelles sont les bandes de la jeunesse en général et quelles sont les bandes de la jeunesse dans notre rapport? Comment avons-nous déterminé, en quelque sorte, qui était jeune et qui ne l'était pas? C'est un sujet très sensible. Chacun de nous se sent jeune et pourtant il l'est un peu moins que ceux qui le sont vraiment. La jeunesse n'a pas de définition juridique. Pour beaucoup de chercheurs, c'est difficile en fait de la définir en soi. Il y a certes de grandes étapes qui sont communément admises, la croissance, la puberté, l'évolution psychologique, les parcours scolaires, le passage à la majorité, ou encore l'acquisition progressive des droits. C'est aussi une période de construction de sa propre identité, marquée par des défis psychologiques et des basculements, de l'éducation à l'emploi, de la dépendance familiale à l'autonomie, de la minorité politique à l'intégration dans la cité. Et sans accompagnement, ces différents basculements peuvent être source de vulnérabilité, d'exclusion ou d'échec. Et nous insistons beaucoup dans ce rapport sur ces risques. Toutefois, ces étapes dépendent de parcours individuels très divers et l'approche par âge est donc inévitable. Pour ce rapport public annuel, les juridictions financières ont privilégié la tranche d'âge des 15-25 ans, soit les 10 années qui vont de la sortie du collège à l'acquisition de l'ensemble des droits sociaux et fiscaux, le dernier de ces acquis étant l'accès aux revenus de solidarité active à 25 ans. J'insiste sur l'âge de 15 ans, parce que ça veut dire que notre rapport ne traite pas de l'école primaire ni du collège, sujets sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir. Qu'est-ce qui caractérise la jeunesse française, si on la prend dans cette tranche de 15 à 25 ans? Les jeunes de 15 à 25 ans, d'abord, sont 9 millions en France en 2024. Ils représentent 13,2% de la population, mais, disons-le, nous sommes frappés de plein fouet par le choc démographique. Cette proportion va baisser de façon très importante et presque alarmante. Selon l'INSEE, d'ici une dizaine d'années, c'est-à-dire demain, cette part sera inférieure à la proportion des plus de 75 ans. Je dis bien des plus de 75 ans. C'est mesurer à quel point notre société, d'une part, vieillit, ce qui n'est pas un mal, au contraire, mais aussi qu'elle cesse de rajeunir. À long terme, les départements seront inégalement affectés par ces perspectives démographiques. Les zones rurales seraient très sévèrement touchées, tandis que, j'allais dire, des îlots de jeunesse se formeraient dans les métropoles. Et ça peut aussi avoir des conséquences de tous ordres, sociologiques, politiques, qui ne nous appartient pas de traiter ici, mais il faut avoir en tête. Autre caractéristique, l'accès des jeunes à l'autonomie est globalement réussi en France. Ce rapport n'est pas un rapport pessimiste. Il est un rapport qui montre au contraire que beaucoup d'efforts sont faits pour la jeunesse. Les jeunes achèvent leurs études en moyenne à 21 ans et demi. Plus de la moitié d'entre eux est diplômé du supérieur, ce qui est au-dessus de la moyenne européenne à 42%. Les jeunes Français quittent le domicile parental à 23 ans et demi. Bon, c'est pas tout à fait comme ça dans d'autres générations. Cet âge a reculé
incontestablement, mais il est moins élevé que chez nos partenaires européens. Surtout, l'entrée progressive des jeunes dans la vie active est massivement accomplie à 25 ans. L'immense majorité des 15-24 ans, 88,5% d'entre eux, est en études, en formation ou en emploi. Ceux qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation, c'est l'acronyme anglo-saxon NEET, Neither Education, Employment or Training, sont au chômage pour 5,8% d'entre eux ou inactifs pour 5,7% d'entre eux en 2022. Par-delà ces moyennes, les politiques publiques en faveur de la jeunesse posent de nombreux défis évidemment au pouvoir public et j'aimerais, pour éclairer nos analyses, revenir sur quelques-uns de ces enjeux qui sont aussi les raisons pour lesquelles nous avons choisi ce sujet. D'abord, les politiques publiques en faveur des jeunes, c'est pour ça aussi que la Cour des comptes a son regard à apporter, représentent un enjeu massif de dépenses publiques. C'est difficile de quantifier avec certitude toutes les politiques publiques qui bénéficient en propre à la jeunesse, mais la Cour a calculé, ce qui est un chiffre inédit, les dépenses de l'État spécifiquement en faveur des 15-25 ans, et elles sont massives. Nous les avons estimées à 53,4 milliards d'euros, ce qui représente 12% du budget de l'État et 2% du PIB. Et encore, je le répète, ce montant comprend uniquement les mesures spécifiques aux jeunes. Elles ne prennent pas en compte ces dépenses, les dépenses publiques générales ou sectorielles, qui peuvent également les concerner, comme les transports, la formation ou la justice. Les dépenses d'éducation représentent les 4/5 de cette dépense, c'est le lycée, l'enseignement supérieur, autres écoles financées, soit plus de 40 milliards. Elles sont suivies par les politiques de travail et d'emploi, avec notamment le contrat d'engagement jeune et les aides à l'apprentissage pour plus de 4 milliards, puis par les aides personnalisées au logement, et enfin par la protection judiciaire de la jeunesse. L'effort financier déployé par la jeunesse est donc très significatif, d'autant que à ces 53,5 milliards d'euros de dépenses de l'État s'ajoute bien entendu l'action des collectivités locales et des organismes de sécurité sociale, qu'il est très difficile en vérité d'isoler et de chiffrer. Ensuite, autre défi pour l'action publique, les jeunes ne constituent pas une catégorie homogène de citoyens et d'usagers du service public. Ils sont particulièrement exposés, et ça c'est un angle majeur du rapport, aux inégalités. Que ces inégalités soient économiques, éducatives, géographiques, sociales, ou qu'elles cumulent en fait toutes ces dimensions. Par exemple, si 70% des jeunes sont durablement insérés dans l'emploi 3 ans après leur sortie d'études, 16% d'entre eux en sont durablement éloignés. De même, le taux de pauvreté des jeunes de 18 à 25 ans demeure de 10% en France. C'est élevé, même si c'est nettement moins élevé qu'en Allemagne, mais oui, ou dans l'OCDE. Les inégalités territoriales ressortent aussi très fortement dans notre rapport, avec des inégalités d'accès à l'enseignement supérieur, au transport collectif, à la pratique sportive, à l'emploi, selon qu'on est jeune, rural, jeune urbain, jeune ultramarin, jeune résident de quartier prioritaire, il y a des disparités énormes. Et un chiffre pour les illustrer, un seul, mais il y en a beaucoup dans le rapport, les jeunes ruraux sont 20% à accéder à l'enseignement supérieur, contre 32% des jeunes urbains, et pourtant les ruraux ont de meilleurs résultats que les urbains. Enfin, les jeunes ne sont pas égaux face à une donnée majeure, massive, qui est l'information, ce qui donne lieu à un taux important de non-recours à leurs droits. Les politiques publiques doivent naturellement prendre en compte ces disparités, elles doivent penser l'aménagement du territoire, elles doivent éviter les inégalités d'accès aux services publics. La pluralité de cette jeunesse pose un autre défi majeur, qui est celui de l'élaboration de politiques publiques qui soient efficaces et ciblées. Un message que je voulais passer quand je disais que ce rapport n'est pas pessimiste, c'est que, en fait, depuis 1980, la jeunesse a été érigée en priorité de politique publique, avec la création d'un comité interministériel pour la jeunesse en 1982, avec la publication du livre vert sur la jeunesse en 2009, avec l'instauration du Conseil national de la refondation de la jeunesse en 2022, il y a des étapes là que je cite, disant que, grosso modo, avec des hauts et des bas, des forces et des faiblesses que nous ne pouvons pas évidemment juger sur 40 ans, il n'y a pas de gouvernement qui n'ait pas compris l'importance des politiques publiques en faveur de la jeunesse depuis 40 ans. Cette priorité a été reprise
au niveau de l'Union européenne, dont le rôle s'est affirmé depuis le pacte pour la jeunesse de 2005, avec une deuxième stratégie de l'Union européenne en faveur de la jeunesse en 2019. Longtemps, les politiques publiques pour la jeunesse ont été centrées sur l'insertion professionnelle, mais le plan Agir pour la jeunesse de 2009 a marqué un nouvel élan pour traiter ces enjeux de manière désormais plus globale, avec des priorités qui se sont progressivement étendues aux notions d'autonomie, d'égalité des chances, de participation à la vie publique. Cette impulsion a conduit à la multiplication des instruments déployés. Fonds d'expérimentation pour la jeunesse, agence du service civique, service public de l'orientation, revenu de solidarité active jeunes, etc. Mais il manque une approche structurée, coordonnée à cette politique. Disons que c'est une politique qui est une myriade de politiques au pluriel et qu'il manque peut-être l'axe structurant qui permette d'en faire une seule politique publique. Cette thématique de la jeunesse intéresse donc non seulement tous les domaines, mais aussi tous les acteurs et tous les échelons de l'action publique. La gouvernance de cette politique est fragmentée entre de très nombreux acteurs impliqués, les jeunes eux-mêmes, leurs familles bien sûr, mais aussi les associations, un nombre considérable d'acteurs publics au niveau national et local. Mais il n'existe pas d'organisation qui chapeaute une politique en faveur de la jeunesse conçue comme un tout devant le Parlement ou les citoyens. Il y a certes une direction en charge des politiques de la jeunesse, la DJEPVA, mais qui est une petite structure. Le document de politique transversale consacré à la jeunesse est annexé au projet de loi de finances et très difficilement exploitable. Le comité interministériel à la jeunesse, je l'ai cité comme un membre fondateur, mais enfin il faut relativiser parce qu'il s'est réuni 3 fois en 42 ans, et les compétences des collectivités territoriales en matière de jeunesse sont à la fois très larges et insuffisamment définies malgré le rôle de chef de file des régions. L'ensemble de ces enjeux se cristallise finalement autour de grandes questions auxquelles nous avons tenté de répondre tout au long des 16 monographies de ce rapport public annuel. Première question. La dépense publique en faveur de la jeunesse est-elle une dépense publique efficace et efficiente, autrement dit, une dépense publique de qualité? On ne se pense pas sur la quantité, mais sur la qualité. Deuxièmement, quel devrait être l'équilibre entre les mesures réservées aux jeunes, d'une part, et les politiques de portée générale auxquelles ils ont accès au même titre que le reste de la population? Enfin, dans quelle mesure les dispositifs les plus coûteux en faveur des 15-25 ans, qui ont pour la plupart un caractère universel, devraient-ils être mieux recentrés pour être mieux ciblés vers les publics les plus en difficulté? Ça n'a pas dû vous échapper. J'ai déjà dit, notre rapport public annuel ne comporte pas cette année de premier chapitre consacré aux finances publiques. Il comporte 16 chapitres thématiques, 16 focus sur les politiques publiques en faveur des jeunes. Je précise que ce rapport ne propose donc pas une analyse exhaustive de toutes les politiques destinées aux jeunes. Ces 16 chapitres sont le résultat de 16 enquêtes menées en 2024 par la Cour et les chambres régionales, parfois conjointement. Je vais revenir en quelques mots sur chacune de ces études thématiques, en essayant de ne pas être trop long, puis en vous livrant les quelques enseignements transversaux que nous pouvons en tirer. La première partie de notre rapport porte sur l'accès des jeunes à l'éducation et à la formation. Elle est composée de 4 enquêtes. Je vais débuter par l'orientation au collège et au lycée. Malgré l'importance de l'enjeu et son coût important, de quelques 400 millions d'euros, nous relevons que la politique d'orientation actuelle ne permet pas de dépasser les déterminismes, les stéréotypes, les inégalités entre filières. Notons que l'orientation démarre en France au collège, alors que de nombreux pays font découvrir les métiers plus tôt, dès l'école primaire. Pour mieux répondre aux attentes des jeunes, la Cour préconise notamment de rendre obligatoire des modules sur orientation dans la formation initiale des enseignants, qui sont désormais chargés de ces missions avec les régions, et d'adapter leur emploi du temps pour qu'ils puissent assumer cette compétence. Nous avons également, deuxième chapitre, examiné la mise en œuvre de l'obligation de formation de tous les jeunes de 16 à 18 ans en décrochage, instaurée par la loi du 26 juillet 2019. Ça fait donc un peu plus de 5 ans que cette obligation existe. L'objectif, disons-le, n'est pas atteint pour les 150 000 jeunes qui en relèvent actuellement. Depuis l'origine, cette mesure souffre de lacunes en matière de communication et de repérage, ainsi que d'un pilotage insuffisant par l'État. Il n'existe aucun indicateur renseigné, en vrai aucune cible. Le coût du dispositif n'est même pas identifié
La Cour demande donc d'approfondir la démarche et non pas de l'abandonner. Oui, il faut traiter le sujet, mais oui aussi, il faut le traiter tout autrement. Et comment faire? En améliorant le repérage des jeunes, en diversifiant les solutions qui leur sont proposées, en renforçant la collaboration des acteurs concernés et en assurant un suivi rigoureux des jeunes et des offres par territoire. Dans ce contexte, et c'est le troisième chapitre, la prévention de l'échec en premier cycle universitaire est essentielle. Constatons que nous avons là un problème. En France, la réussite en 3 ans, ce qui est la théorie, des quelques 700 000 étudiants inscrits en licence n'est que de 36%, et donc inférieure à la moyenne de l'OCDE, mais moins d'un étudiant sur 2 obtient son diplôme en 3 ou 4 ans. Or, le coût des redoublements et des sorties sans diplôme en licence est estimé par la Cour à 534 millions d'euros. De nombreux dispositifs dits de remédiation ont été mis en place et financés pour réduire l'échec à l'université, qui ont tout de même coûté 1,4 milliard d'euros depuis 2017, soit à peu près 200 millions par an, et leurs effets ne sont en fait pas démontrés. Il y a donc là 2 sources d'inefficience. D'abord l'inefficience actuelle des parcours de licence, mais aussi l'inefficience des dispositifs qui visent à réduire cette inefficience. Nous faisons donc plusieurs recommandations pour mieux identifier les causes de l'échec, suivre les parcours étudiants, évaluer les dispositifs existants. Il faut aussi mener une réflexion sur l'investissement dans les licences pour améliorer l'encadrement des étudiants. Enfin, 4e chapitre, nous avons réalisé un focus sur l'accès des jeunes ruraux à l'offre d'enseignement supérieur en partant de l'exemple de 2 régions, le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté. Les jeunes ruraux, il y a des départements ruraux dans ces régions que je connais bien, les jeunes ruraux accèdent, comme je l'ai dit, moins fréquemment que les jeunes urbains à l'enseignement supérieur. Ils sont respectivement 20% pour les jeunes ruraux et 32% pour les jeunes urbains y accéder. Ils accèdent aussi à une offre moins développée, davantage orientée vers les cursus courts. Et pourtant, c'est le paradoxe, les résultats des jeunes ruraux sont meilleurs. Leurs difficultés d'accès proviennent donc plutôt de caractéristiques territoriales, de freins individuels à la mobilité et non de je ne sais quelles caractéristiques intrinsèques qui n'auraient pas sa place ici. Dans ce contexte, le soutien au développement local de l'offre de formation ne constitue qu'un élément de réponse aux besoins des jeunes des territoires ruraux. L'amélioration de leur accès à l'enseignement supérieur passe surtout par des mesures pour favoriser leur mobilité vers les pôles de formation de leur choix. Nous préconisons donc de réexaminer les modalités d'attribution des bourses pour mieux tenir compte de l'éloignement géographique dans le calcul des aides. La deuxième partie du rapport traite de l'aide à l'entrée des jeunes dans la vie active et dans l'autonomie. 4 chapitres là aussi. Nous nous sommes d'abord penchés sur l'emploi des jeunes, alors que le taux de chômage pour cette population est tout de même de 2,5 fois plus élevé que celui de l'ensemble des actifs. Depuis 2017, le niveau d'emploi des jeunes s'améliore, en raison surtout de la politique d'alternance. Le coût des dispositifs en faveur des emplois des jeunes a explosé depuis la crise sanitaire. Il a atteint 7,3 milliards d'euros en 2023. Mais le lien entre ces 2 phénomènes, l'amélioration du taux d'emploi et les dépenses accrues de l'État, n'est pas totalement confirmé. En effet, les difficultés structurelles persistent. D'abord, je l'ai dit, la part des ni en emploi, ni en études, ni en formation reste élevée. L'accès à l'emploi reste très dépendant du diplôme. Les inégalités territoriales sont fortes, en particulier en défaveur des jeunes issus des quartiers des politiques de la ville. La Cour recommande, comme elle l'a fait en fait à de nombreuses reprises au cours de récentes publications, de formaliser ce que nous appelons une stratégie contracyclique pour l'emploi des jeunes, de mieux l'articuler avec le droit commun, de mieux cibler les mesures sur les jeunes les plus éloignés de l'emploi, en particulier pour les aides à l'embauche et l'apprentissage. Contracyclique, ça veut dire aussi, c'est l'inverse de procyclique, par exemple, être capable de faire des économies sur l'apprentissage, dès lors que, comme nous l'avons montré à plusieurs reprises, l'effort sur l'apprentissage est largement concentré sur des publics dans l'enseignement supérieur qui ne sont pas ceux qui ont les plus grandes difficultés d'accès à l'emploi, et moins sur les publics les plus éloignés de l'emploi. Donc ce n'est pas une politique qui est coûteuse en soi, c'est une politique qui doit être mieux pilotée. La seconde enquête de cette deuxième partie porte sur l'accès des jeunes au logement, qui est la première condition d'accès à la formation, à l'emploi et donc à l'autonomie réelle. Les spécificités des jeunes en matière de logement, des mobilités
mobilité fréquente, la recherche de petites surfaces en ville, ce qui n'est jamais très simple, les durées limitées d'occupation de ces logements, les revenus qui sont très faibles. Tout ça rend les jeunes très vulnérables aux tensions sur le marché qui, par ailleurs, on le sait, existent et sont puissantes. Or, la politique en faveur du logement des jeunes est trop fragmentée. Les dispositifs sont éparpillés. Ils fonctionnent en silos, ils bénéficient principalement aux étudiants. Pour améliorer la politique du logement des jeunes, il faut agir à l'échelle de chaque territoire, en renforçant la coordination locale, en veillant au partage d'expériences entre territoires. La désignation d'un chef de file au niveau national pourrait y aider. L'emploi, comme le logement, troisième chapitre, implique parfois une mobilité géographique importante, en particulier pour les jeunes situés dans les zones rurales ou périurbaines. C'est pourquoi nous avons consacré un chapitre à la mobilité des jeunes en transport collectif. C'est un enjeu qui est parfois sous-estimé, mais qui est majeur pour l'insertion sociale et professionnelle des jeunes, qui sont en moyenne moins motorisés et moins aisés, les deux allant parfois de pair. Un chiffre alarmant, 38% des jeunes ruraux ont renoncé à un entretien d'embauche en raison de difficultés de déplacement. Les collectivités territoriales, qui ont compétence sur les transports collectifs, ont surtout, on le sait, comme stratégie d'octroyer aux jeunes des réductions tarifaires sans cibler les plus défavorisés et au prix de perte de recettes. Or, ce n'est pas le prix, c'est plutôt le manque d'offres de transport, notamment dans les zones périurbaines et rurales, déjà citées plusieurs fois, qui entrave la mobilité des jeunes. Nous préconisons donc d'améliorer la connaissance des besoins des mobilités des jeunes pour se rendre au travail, de mieux tenir compte des ressources dans l'octroi d'avantages tarifaires et de mieux coordonner le renforcement de l'offre entre différentes collectivités. Enfin, nous avons analysé la prise en charge des jeunes majeurs sortant de l'aide sociale à l'enfance. Près de 32 000 jeunes majeurs faisaient l'objet d'une mesure de protection en 2023, après que cette protection a été élargie de 18 à 21 ans. Mais les modalités de prise en charge de ces jeunes sont très hétérogènes selon le département, dont c'est pourtant la compétence. Le taux de prise en charge de ces jeunes varie de 38% dans certains départements à 83% dans d'autres. C'est certes légitime d'observer des différences pour une compétence qui est par définition décentralisée, mais il faudrait tout de même veiller à garantir un socle de base dans la prise en charge pour ne pas entacher l'égalité devant le service public de ces usagers fragiles, dont l'espérance de vie, par exemple, est très fortement réduite. Nous préconisons aussi de mieux insérer les jeunes majeurs sortant de l'ASE dans les dispositifs d'insertion de droit commun. J'en arrive à la troisième partie de notre rapport, qui examine les politiques de prévention à destination de la jeunesse, qu'il s'agisse d'encourager les pratiques sportives, de prévenir les addictions chez les jeunes ou de lutter contre les mauvaises habitudes alimentaires. Là aussi, les inégalités, cette fois-ci devant la santé ou devant le bien-être, apparaissent très fortes. La Cour a d'abord consacré un contrôle à l'accès des jeunes au sport. Et là, les chiffres globaux sont vraiment positifs. Près de 80% des jeunes Français sont des sportifs réguliers. 16,7 millions d'entre eux sont licenciés. La France dispose d'un maillage d'associations sportives très dense, ça ne doit pas être les 15-25 ans. Mais ce constat recouvre de fortes disparités. Les offres publiques et associatives ne permettent pas d'endiguer les décrochages progressifs de pratiques sportives observés entre 15 et 25 ans, qui sont assez spectaculaires. Les politiques publiques sont par ailleurs orientées d'abord vers la performance. Elles s'adressent d'abord aux jeunes déjà sportifs et ensuite aux profils les plus éloignés d'une pratique, comme les femmes, les jeunes en situation de handicap ou ceux qui sont confrontés à des difficultés socio-économiques. Alors que ces profils devraient être, nous le recommandons, les cibles d'une stratégie de l'État en lien avec les collectivités et les acteurs privés du sport. Car le sport joue un rôle à tous égards positif dans la vie, y compris sur tous les autres facteurs que nous évoquons dans le rapport. Nous avons ensuite contrôlé le dispositif des maisons des adolescents. Ce sont des structures pluridisciplinaires d'environ 10 agents dédiés à la prévention et à l'accompagnement des problématiques adolescentes. En 2024, 123 maisons des adolescents ont accompagné 100 000 jeunes. Ces structures font face à une augmentation de la demande dans un
contexte de hausse du mal-être des jeunes que nous avions déjà relevé dans notre rapport sur la pédopsychiatrie en 2023, qui, contrairement à ce que certains pensent, parfois, était passionnant et tout à fait documenté. Les maisons paraissent bien identifiées par leurs partenaires et les usagers pour un coût relativement bas pour les finances publiques, qui est inférieur à 100 millions d'euros. Toutefois, il nous semble que les pouvoirs publics doivent clarifier les attentes, rationaliser les missions des maisons des adolescents. Il conviendrait notamment de sanctuariser leurs missions de prévention de premier niveau et de les fusionner avec d'autres dispositifs comparables. J'en viens à une troisième enquête dans cette troisième partie, qui est une enquête importante sur les addictions des jeunes aux drogues illicites et à l'alcool. C'est un enjeu crucial pour notre pays, où 1 jeune sur 10 s'estime dépendant aux drogues illicites ou à l'alcool, et où 2,6% des jeunes déclarent consommer de l'alcool quotidiennement. Et disons-le sur ce point, pour autant qu'on connaisse les chiffres, nous avons plutôt une situation plus mauvaise que la moyenne des pays de l'OCDE et de l'Union européenne. La consommation de ces produits est un problème de santé publique majeur, en raison du risque d'addiction, mais aussi des maladies, dont bien sûr celles-ci sont un facteur de risque et d'aggravation. Nous savons que le cerveau des jeunes avant 25 ans, on n'est pas fini avant 25 ans, est particulièrement vulnérable aux addictions, mais la Cour estime que les efforts de prévention ne sont pas à la hauteur des enjeux. La réponse sanitaire et médico-sociale est insuffisante par manque de volontarisme et parce qu'elle n'est pas assez ciblée sur les jeunes. Les exemples réussis dans les pays du Nord plaident pour une approche beaucoup plus volontaire et transversale de la prévention, en mobilisant les acteurs du secteur éducatif, en lançant une campagne de communication d'ampleur ciblée sur les jeunes et en mettant en place un prix minimum de l'unité d'alcool pur contenue dans chaque boisson. Enfin, toujours dans le domaine de la prévention, 4e chapitre, 4 chapitres, 4 parties, nous sommes penchés sur l'enjeu de l'obésité chez les jeunes à travers les exemples de la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. Pourquoi ces exemples? Parce qu'il y a là un problème de santé publique majeur en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie. Le taux de prévalence de l'obésité s'élevait en 2020 à 15% pour les adultes dans l'Hexagone, contre 38% en Nouvelle-Calédonie et 48% en Polynésie française. Et bien sûr, cette obésité des adultes, elle grandit, si je veux dire, dans la jeunesse. L'obésité des jeunes dans ces territoires est liée à une alimentation moins équilibrée, à la sédentarité, à la précarité, à un environnement socio-économique et culturel aggravant. Les conséquences sanitaires de l'obésité limitent l'avenir des jeunes concernés et pèsent sur les budgets de la protection sociale dans ces territoires. Pourtant, les politiques de prévention n'y sont pas une priorité. Nous faisons plusieurs recommandations, parmi lesquelles développer la fiscalité comportementale, l'étiquetage nutritionnel des produits, encadrer la vente de produits néfastes pour la santé dans les écoles et à leurs abords, et favoriser la pratique sportive en aménagement des équipements en accès libre. On voit qu'il s'agit là aussi d'un enjeu de société absolument décisif. La 4e et dernière partie de notre rapport examine les politiques d'apprentissage à la citoyenneté et à la vie dans la cité déployées à l'égard des jeunes. Là encore, 4 chapitres. Le premier, contrôle, est consacré à la journée défense et citoyenneté, la JDC. Ce dispositif, vous le savez, est une obligation légale pour tous les Français de 16 à 18 ans, soit environ 800 000 jeunes par an, pour un coût estimé à 100 millions d'euros par an. La JDC a des objectifs très divers, mais ils concourent tous à renforcer le collectif national et à maintenir un lien entre les forces armées et la jeunesse, et c'est un sujet bien sûr d'actualité. Nous avions rédigé notre rapport avant les développements géopolitiques et les réflexions actuelles sur l'évolution de notre défense naturellement. Ce dispositif de masse est soumis à de fortes tensions. Il a d'ailleurs été raccourci à 2h45 en 2024, sur une base juridique fragile. En réalité, le rapport de la Cour montre clairement que ce dispositif a été sans cesse ajusté, remanié, refondu, qu'il est à la recherche d'un positionnement qui n'a jamais été trouvé et qu'il est aussi à merci d'objectifs brouillés par la pluralité de messages. Le ministre des Armées a récemment annoncé une nouvelle réforme de la JDC afin de la, je cite, remilitariser. Il conviendrait d'en profiter pour rationaliser les objectifs, le contenu et la base juridique du dispositif. Ça, je crois que ça fait partie aussi
de cette redéfinition du lien armée-nation qui, naturellement, est plus que d'actualité. La Cour a décidé de consacrer un chapitre à l'entrée des jeunes dans l'impôt sur le revenu. C'est une haute obligation qui s'impose à l'entrée dans la majorité. En France, l'impôt sur le revenu constitue pour la plupart des jeunes la première contribution commune. Mais autant la majorité civile est un moment bien identifié, autant la majorité fiscale, qui est elle aussi théoriquement fixée à 18 ans, est un moment diffus, individualisé, très souvent différé. Seul un quart des jeunes de moins de 25 ans acquittent effectivement l'impôt sur le revenu. Plus d'un tiers sont rattachés au foyer fiscal de leurs parents. Ce n'est pas totalement illogique avec le fait qu'ils le quittent seulement à 23 ans et demi. Pour ce chapitre, la Cour a mené un sondage dont je souhaite vous livrer un résultat qui n'est pas glorieux, qui est que plus d'un quart des jeunes interrogés considèrent qu'il est justifié de tricher sur ces impôts si cette possibilité existe. Bon, c'est déjà des professionnels de l'optimisation, pas encore de l'évasion. Les jeunes, sans blaguer, semblent donc faire preuve d'un consentement à l'impôt moins marqué que le reste de la population. La Cour propose de renforcer les actions de sensibilisation à l'impôt avant la majorité fiscale, avec l'éducation nationale, de simplifier la déclaration de revenus des jeunes, même si beaucoup d'efforts ont été faits en la matière, et d'envoyer un courrier d'information dès 18 ans pour permettre une meilleure appropriation des règles du système fiscal. Le troisième contrôle, donc le 15e chapitre du rapport, réalisé pour cet axe thématique sur la vie dans la cité, porte sur les jeunes et la justice pénale. Sujet lui aussi, bien sûr, délicat et d'actualité. Le rapport a été également rédigé avant certains débats du moment. Même si la délinquance des jeunes est difficile à estimer, les jeunes sont surreprésentés dans la population délinquante. Ils constituent 12% de la population française, mais représentent 26% des mis en cause, 34% des poursuivis et 35% des condamnés en 2023. Sur la tranche d'âge des 15-25 ans, la réponse pénale n'est pas homogène. La politique pénale des mineurs répond à des principes spécifiques, tandis que pour les jeunes majeurs, les procédures de jugement relèvent naturellement du droit commun et sont plus rapides. De même, si les alternatives aux poursuites sont plus fréquentes pour les mineurs, l'incarcération est fréquente pour les jeunes majeurs. Nous avons constaté que l'efficacité de la politique pénale à destination des jeunes est limitée, malgré des moyens publics estimés à au moins 2 milliards par an. Le taux de récidive chez les jeunes est plus élevé que dans le reste de la population, et il est resté stable depuis 2010. La Cour considère que les outils dont dispose l'État pour comprendre ce phénomène d'abord, pour adapter sa politique ensuite, sont trop faibles. Ils doivent être améliorés. Il est également indispensable de déployer une action précoce à l'égard des familles et de renforcer la coopération entre tous les acteurs. Parmi les outils déployés pour réduire les inégalités et faire société figure également la politique d'éducation artistique et culturelle, donc dernier chapitre du rapport, qui a vu son importance réaffirmée depuis 2017 en tant que politique prioritaire du gouvernement. Cette politique a engendré une dépense de quelque 3,5 milliards d'euros en 2023, dont 3 milliards d'euros par l'État, et elle a bénéficié à de plus en plus d'élèves. Pour autant, la Cour considère que sa mise en œuvre est hétérogène selon les établissements et les territoires, car elle repose beaucoup sur l'initiative des enseignants, avec une qualité très variable de l'offre. Le renforcement et le contrôle de cette offre, justement, sont très minimalistes. Ils ne permettent pas de vérifier la qualité des interventions, ils ne filtrent pas les effets d'aubaine engendrés par la création de la part collective du pass culture. Plus généralement, la gouvernance nationale de cette politique fait défaut. Il conviendra donc de garantir aux jeunes un parcours effectif, cohérent, de qualité, piloté par le chef d'établissement, et de mettre en place une évaluation régulière des intervenants externes financés par la part collective du pass culture. Voilà pour les 16 chapitres. Alors, je vous invite bien entendu à les consulter plus précisément, et je serai à votre disposition avec ceux qui m'entourent pour répondre à vos questions. Mais je veux terminer par quelques grands enseignements qui se dégagent de ces 16 travaux, qui encore une fois ne sont pas une approche exhaustive, mais qui sont 16 coups de sonde dans les politiques publiques en faveur de la jeunesse, qui procèdent tous d'une idée forte, peut-être même de deux. Le problème, ce n'est pas la quantité de la dépense publique consacrée aux jeunes, c'est la qualité de la dépense et son efficience. Et puis deuxièmement, il faut être très attentif aux inégalités et mieux cibler
ces politiques. S'il y avait deux messages essentiels, ce sont ceux-là. D'abord, il était indispensable de renforcer la cohérence et l'efficacité des politiques publiques en faveur de la jeunesse, en particulier en les ciblant mieux. Pour ça, il faut mieux différencier les soutiens et les mesures en fonction des publics cibles. Tous les jeunes, on le sait, ne disposent pas des mêmes opportunités. Nous avons montré, ce qui était quand même intuitif pour beaucoup, de très fortes inégalités d'accès à l'enseignement supérieur, au transport collectif, à la pratique sportive, selon encore une fois qu'on est jeune, rural, urbain, résident en quartier prioritaire, outre-mer. Je citerai également les inégalités d'accès à l'emploi selon le niveau d'emploi, de diplôme ou l'origine territoriale. Il faut que les politiques publiques réduisent ou s'emploient à réduire ces inégalités, en passant d'un pilotage par l'offre à un pilotage par les besoins et les résultats, avec des cibles en volume pour chaque dispositif et objectif. Il est temps de mieux cibler les politiques publiques en faveur des jeunes, telles que l'apprentissage, j'en ai parlé, les aides de transport ou encore l'accès au sport. Ensuite, nous pensons qu'il faut repenser l'organisation et le contenu des parcours de formation initiale pour mieux préparer l'autonomie sociale et économique des jeunes. Et pour ça, il est impératif de renforcer la politique de l'orientation. Notre modèle éducatif, qui est très orienté vers la compétition académique, bénéficierait aussi de la mise en place systématique d'une éducation artistique et culturelle de qualité pour développer la sensibilité, la créativité et l'esprit critique des jeunes. Et plus globalement, il faut renforcer l'accompagnement des jeunes qui en ont le plus besoin, l'approfondissement, l'accompagnement notamment des jeunes de 16 à 18 ans en décrochage scolaire. La troisième orientation, c'est la prévention. Il est urgent pour nous d'élaborer une nouvelle stratégie nationale de lutte contre les addictions et plus généralement de promouvoir la santé et le bien-être des jeunes. On a pris l'exemple de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, parce qu'en matière d'obésité c'est spectaculaire, mais il y a d'autres exemples qui pourraient être pris. La France est un des pays les plus concernés par la consommation de drogue et d'alcool par les jeunes, et pourtant les efforts, il faut le dire, ne sont pas à la hauteur. Et nous préconisons d'actualiser la stratégie nationale de lutte contre les addictions en instaurant des objectifs ambitieux de réduction des risques spécifiques aux jeunes. En matière de délinquance également, des efforts de prévention pourraient s'appliquer à travers des interactions plus précoces et plus fortes avec les familles. Pour atteindre ces différents objectifs, les pouvoirs publics doivent agir de manière efficiente, je le disais, et garantir une dépense publique de qualité. Comment procéder? D'abord, renforcer la lisibilité des dispositifs publics en faveur des jeunes. Ce qu'on observe, c'est le très fréquent non-recours de nombreux jeunes à leurs droits par méconnaissance, par excès de complexité. Tout ça atteint des niveaux très élevés. Beaucoup de jeunes ne connaissent tout simplement pas les aides ou les programmes qui leur sont destinés. Il est donc impératif de mieux les informer sur les aides, les soutiens dont ils peuvent disposer en matière d'emploi, de transport, de logement, d'accompagnement à la réussite scolaire, par exemple. Il faut mieux communiquer auprès des jeunes sur leurs obligations envers la collectivité. J'ai cité le système fiscal. Et ça, c'est encore plus indispensable pour les jeunes en situation de vulnérabilité, comme les jeunes majeurs de l'aide sociale à l'enfance. En deuxième lieu, il est impératif de mieux coordonner les actions des acteurs publics et privés concernés. J'évoquais en introduction de mon propos l'enchevêtrement des responsabilités, des compétences de très nombreux acteurs, et cette problématique s'illustre concrètement dans la quasi-totalité des thématiques que nous avons creusées. Il faut clarifier les rôles de chaque intervenant et les aider à travailler ensemble. Par exemple, je l'ai évoqué, mais je veux le préciser, deux dispositifs très similaires se superposent pour la prévention du mal-être des jeunes. Les maisons des adolescents et les points accueil écoute jeunesse, PAEJ. Nous proposons donc de les fusionner afin d'améliorer l'efficacité de cette politique publique. Rendre l'action publique plus lisible, mieux pilotée ne suffit pas. Il faut aussi mettre en place des outils de suivi et d'évaluation rigoureux pour les politiques publiques en faveur des jeunes. J'ai évoqué à plusieurs reprises le fait qu'on ne connaissait pas, qu'on ne comprenait pas. L'évaluation, ça sert à ça. Je pense par exemple au contrôle de la qualité des interventions en matière d'éducation artistique et culturelle qui n'est pas à la hauteur, ou au repérage des jeunes au décrochage scolaire de 16 à 18 ans. Disposer de données quantitatives éprouvées permet aussi de détecter les risques émergents. Enfin, et c'est la dernière préconisation transversale de notre rapport, il convient de doter la France d'une sorte de plan stratégique en faveur des jeunes. En un mot, de planifier. J'ai évoqué le moment fondateur du comité, de la création du comité interministériel de jeunesse. J'ai aussi dit qu'il s'était réuni 3 fois. C'est dire qu'il y a là un chaînon manquant. Ce que nous apprennent
les 16 enquêtes menées, c'est que les jeunes ont des besoins et des aspirations spécifiques dans la plupart des domaines de l'action de l'État. La santé, l'emploi, l'éducation, l'inclusion sociale et citoyenne, les transports, etc. Et donc, en fait, même si nous avons choisi une borne, non pas arbitraire, mais particulière, de 15 à 25 ans, la jeunesse existe. Elle a des besoins particuliers. Et donc, il serait logique que non seulement on la traite à travers un râteau de politique, mais à travers une politique publique qui permette, par exemple, de développer des solutions adaptées, hiérarchisées, en veillant à réduire les inégalités d'accès aux services publics. Voilà, mesdames et messieurs, les grands messages que nous retirons de ce travail colossal, pardon de cette présentation qui a forcément été longue, pour rendre plus efficiente la dépense très importante en faveur des jeunes, et plus généralement les politiques publiques en faveur des jeunes, nous formulons plusieurs orientations. Nous n'oublions pas que de nombreuses difficultés trouvent en fait leur origine avant 15 ans. Les jeunes expérimentent plus encore que d'autres le fait que l'égalité des droits n'est pas l'égalité des chances. Et c'est cela que l'action publique doit s'atteler à faire changer. Et nous pensons notamment, nous aurons l'occasion d'y revenir, qu'une école primaire réussie est un prérequis, un des prérequis les plus cruciaux pour la jeunesse. Nous publierons prochainement un rapport sur le sujet. Voilà, la jeunesse est un moment intrinsèquement délicat, difficile, précieux. La plupart des politiques en faveur de la jeunesse ont intégré cette dimension, mais il ne faut pas oublier l'essentiel, qui est que la jeunesse représente un atout, une ressource inestimable, qu'elle est porteuse d'un dynamisme incroyable, que nous n'avons rien à envier de ce point de vue-là, ce qui se passe chez nos partenaires européens, et que nous avons une jeunesse française qui est belle, engagée, et que la formule sur laquelle on représente l'avenir et les forces vives du pays n'est pas qu'une tarte à la crème. Merci de votre attention. Je répondrai